Merci de votre... Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Ambiguïté autour de la levée d'immunité parlementaire de Farba Ngom, c'est le constat fait par les conseils du député maire des Agnam. Les minutes de la conférence de presse des avocats de Farba Ngom dans cette édition. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, mise en place ce vendredi de la commission ad hoc en charge de lever la protection parlementaire de Farba Ngom. Au total, 11 membres composent cette commission ad hoc qui sera présentée prochainement en plénière. Alors que l'encadrement du droit d'aller en grève est préconisé par le chef de l'État, le CELS, le syndicat des enseignants libres du Sénégal, dépose son préavis au lendemain de sa rencontre avec le gouvernement. Son secrétaire général Amidou Diédhiou nous fait part des motivations d'une telle démarche. Enfin, 145e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. Le comité d'organisation réitère son partenariat avec le groupe Futur Média. Parmi les sujets évoqués, l'optimisation de la couverture à travers le volet digital. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette scène horrible qui s'est passée hier nuit dans le département de Linguère à Lumbidobe, dans la commune de Barkedji. Un enseignant répondant au nom de Cheikh Ahmadou Bamba Souané a été agressé dans son lieu de service à coups de machette sur le visage par deux individus qui ont pris la fuite après cet acte ignoble. Acheminé à l'hôpital Maguette-Lo de Linguère, il a finalement perdu l'œil gauche. Ses collègues, pour montrer leur trop-plein de frustration, ont organisé à l'esplanade des locaux de la sous-préfecture de Barkedji pour réclamer justice. Actuellement, les responsables des syndicats d'enseignants se concertent pour soutenir leur collègue Ahmadou Bamba Souané qui est originaire de Niakhar. Et voilà une information sur laquelle nous reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Une information de notre correspondant Mamadou Moustapha Ndiaye qui est à Linguère. Affaire Farba Ngom. Ses avocats dénoncent le flou autour des accusations du parquet financier pour maître Baboukar Sissé et compagnie. La procédure pénale que le procureur de la République financier a l'intention de diligenter à l'encontre du député maire des Agnam fait objet d'une demande d'autorisation parlementaire communément appelée levée d'immunité parlementaire est totalement ambiguë. Le collectif des avocats du député maire des Agnam exige le respect des droits et libertés de leurs clients. Ils ont fait face à la presse et le compte-rendu est signé Fatima Tatouré. Au cœur d'un scandale supposé de blanchiment de capitaux estimé à 125 milliards de francs CFA dans un rapport de la CENTIF, Mohamedou Farba Ngom prépare déjà sa défense. Ses avocats balaient d'un revers de main l'implication de leurs clients dans cette affaire présumée. Farba Ngom n'a jamais eu à gérer des deniers publics. Il n'a jamais eu à occuper un poste ministériel, encore moins de conseiller, etc. Durant tout le règne de M. Macky Sall, président de la République du régime précédent. Donc Farba Ngom est un homme d'affaires. Un homme d'affaires, vous ne pouvez pas lui dire, mais en fait maintenant au Sénégal, la richesse est devenue un délit. C'est-à-dire en fait c'est le délit de richesse. C'est-à-dire un homme d'affaires n'a pas le droit d'entrer en relation d'affaires avec d'autres personnes, n'a pas le droit de s'enrichir, etc. Donc en fait c'est devenu un délit. C'est-à-dire en fait qu'est-ce qu'on veut maintenant dans ce pays-là? Que les gens s'appauvrissent. C'est-à-dire qu'on n'avance pas dans ce pays. Il demande que la procédure soit respectée et que ses droits préservés. Nous appelons simplement à un respect des procédures. Que les procédures soient respectées. Que le parquet financier ne se précipite pas pour aller confier éventuellement le dossier à un juge d'instruction, de requérir le mandat de dépôt, etc., d'envoyer M. Farba Ngom en prison. Les avocats de l'honorable député Farba Ngom soutiennent que ce dossier ne doit nullement être un règlement de comptes politiques. Qu'on ne prenne pas prétexte pour régler des comptes politiques. C'est ce qu'il faut éviter. Parce que ce qu'on reproche à l'ancien régime, apparemment, on est en train de faire la même chose. C'est-à-dire, en fait, il faut qu'on dépasse ce stade-là et que l'état de droit qui garantit les droits
de tous les Sénégalais que cet état de droit-là soit respecté scrupuleusement. Pour l'heure, l'Assemblée nationale a adopté le projet de résolution portant sur la création d'une commission ad hoc chargée d'examiner, de lever de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. Et nous restons dans le domaine judiciaire pour cette fois-ci parler du pôle financier judiciaire, justement financier judiciaire qui prend ses marques pour réprimer la délinquance financière. Beaucoup d'espoir fondés sur cette nouvelle juridiction. Selon Moustapha Fall, il est enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je vous propose de l'écouter. Rappeler que c'est une juridiction qui a une compétence assez large et qui intervient dans le cadre de la délinquance économique et financière, mais c'est tout ce qui est affaires complexes et qui font intervenir aussi de nombreux auteurs. Donc je pense que c'est une belle perspective. Maintenant, il faut s'assurer que justement cette lutte puisse être efficace, surtout en termes de mobilisation des ressources, mais également en termes de renforcement des capacités par rapport aux unités d'enquête et spécialisées. C'est à l'unanimité que les députés ont voté la résolution de la commission ad hoc pour la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. Elle est composée, cette commission ad hoc, de 11 membres. Elle sera présentée aux députés à l'occasion d'une plénière prochainement. Selon la présidente du groupe parlementaire Taku Wallou, l'affaire sera clarifiée pendant la séance plénière qui sera convoquée. Aïssata Tall Sall d'affirmer que son groupe est bel et bien représenté dans la commission et que s'il y a lieu d'objecter, eh bien, elle le fera sans doute dans les débats. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Habib Faye. Ça a été une plénière sans débat, parce qu'aujourd'hui, il était juste question pour l'Assemblée nationale de ratifier la proposition de mise en place de cette commission. Maintenant, cette commission, elle va être chargée d'instruire le dossier. Et c'est pour cela que nous sommes représentés, nous, en tant que groupe Taku Wallou, mais également les non-inscrits, nous sommes représentés dans cette commission, au prorata de notre représentativité dans l'hémicycle. Cette commission fera son travail, on sera présent, on objectera quand il faudra objecter, on sera contre quand il s'agira d'être contre, et puis on examinera les arguments qui nous sont présentés par le parquet de la République du pôle financier pour charger Farba Ngom. Et quand cette commission aura fini son travail, on reviendra maintenant à l'autre plénière qui, elle, va dire si oui ou non elle accepte de lever l'immunité parlementaire de notre collègue. Et à ce moment-là, il y aura un débat et vous nous entendrez sur cette main levée de l'immunité parlementaire. Allez, on parle à présent de ce scandale financier qui secoue l'administration publique. L'arrestation de Tabaski Ngom, agent comptable du Trésor public, poursuivi pour un détournement présumé de près de 700 millions de francs CFA. Il s'agirait d'un vaste réseau de blanchiment et d'escroquerie. Et Maïmouna Ndiaye nous en dit plus dans ce papier. C'est une affaire d'un supposé prêt d'environ 700 millions de francs CFA qui serait accordé au ministre Moustapha Diop. Tabaski Ngom aurait tenté de se dédouaner selon l'Observateur. Elle n'est pas seule dans le dossier. Un certain Modou Gueye est également cité. Après un long interrogatoire à la division des investigations criminelles, l'inspectrice est accusée de détournement de fonds publics, escroquerie et blanchiment de capitaux. Après une plainte de la Commission de régulation du secteur de l'énergie, elle risque d'aller vers une mise en examen. Une autre employée du Trésor public est aussi visée dans ce dossier. Un scandale financier de plus dans le système de gestion des fonds publics. Au-delà des enquêtes individuelles, le parquet financier veut toute la lumière sur les transactions dites suspectes. Si toutes les charges sont confirmées, Tabaski Ngom pourrait être inculpé et placé sous mandat de dépôt. Avec cette arrestation, les autorités judiciaires s'inscrivent dans la lutte contre la corruption.
On s'intéresse à un autre scandale lié au foncier. Il s'agit de l'affaire du titre foncier 1451R. La famille de feu Mengour Meng se réjouit de l'avancée du dossier. Le parquet financier demande à la division des investigations criminelles d'ouvrir une enquête pour élucider cette affaire. Une très bonne nouvelle selon le mandataire de la famille. Il s'agit de Demba Antadia qui s'exprime au micro d'Abdou Diouf Diagne et d'Ahmadou Bamba Samb. Tous les jours, le Sénégal est miné par des problèmes fonciers. Il faut aller au tribunal pour se rendre compte de la situation. J'en profite pour attirer l'attention du président de la République. Le problème dépasse la région de Dakar. À Kayar, les habitants sont en train d'être spoliés de leurs terres. Et je pense que le président de la République n'est pas au courant de cette escroquerie foncière. La justice est là pour tout le monde et cette décision des autorités en est une parfaite illustration. Nous avons toujours cru à la justice de notre pays. Nous remercions toutes les personnes impliquées pour la résolution de ce problème qui date de 1978. La famille et la communauté Lébou se réjouissent de cette décision. J'ai reçu énormément d'appels et de messages depuis l'annonce de la bonne nouvelle. Toutes les personnes que vous voyez en train de se lamenter sont des coupables. Ici, personne ne peut échapper à la justice. La justice ne se fait pas dans la rue. Nous sommes régis par des lois et des textes et nous devons tous accepter cela. Dans ce cas de figure, la justice a tranché et nous remercions Dieu. Une triste nouvelle qui vient juste de nous parvenir, une nouvelle qui vient de s'abattre sur la communauté mouride. Serigne Dame Abdourahmane Mbacké, plus connu sous le nom de Serigne Dame Atta Mbacké, vient d'être rappelé à Dieu. Le grand dignitaire fut le khalife de Serigne Ibrahima Mbacké Ibn Khadim Rassoul. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Le groupe Futurs Médias présente ses condoléances émues à sa famille ainsi qu'à toute la communauté mouride. Dans le secteur de l'éducation, risque sérieux de paralysie du système, le syndicat des enseignants libres du Sénégal, le CELS, vient de déposer un préavis de grève à la suite de sa rencontre avec le gouvernement. Amidou Diédhiou et ses camarades exigent le règlement définitif de la question des décisionnaires avec l'envoi en procédure d'urgence des décrets qui organisent leur statut, mais également la revalorisation de la pension de retraite ainsi que l'intégration de l'imputation budgétaire. Nous l'écoutons au micro d'Al-Hassan Ba et Diafaraba. Il y a la rencontre du mardi dernier, au cours de laquelle le gouvernement a fait ses offres relativement à la résolution de la question des décisionnaires, en acceptant de modifier les deux décrets, le 74-347, mais également le 2006-392, avec quand même des avancées. Nous le disons et nous le disons, c'est des avancées notoires que nous saluons. Pour autant, la modification de ces décrets n'a pas contribué à résoudre totalement la problématique des décisionnaires. Il nous semble important que chacun le comprenne. D'abord, nous avons tenu à demander à l'autorité, mais de travailler à la sortie rapide des décrets qui sont en modification. Que ces décrets soient engagés en procédure d'urgence. C'est un. Deux, qu'ils se rendent compte et qu'ils réalisent qu'il y a des aspects sur lesquels nous les attendons fortement et que nous souhaitons solution dans les meilleurs délais. Nous exigeons la revalorisation de la pension de retraite du décisionnaire pour leur donner leur dignité. Le deuxième aspect sur lequel le gouvernement est attendu, c'est comment faire en sorte que ce décisionnaire à la retraite, qui n'a plus de ressources, qui n'a plus de force, puisse bénéficier de l'imputation budgétaire. Le troisième aspect, c'est comment faire en sorte d'élargir l'âge de la retraite, mais de manière optionnelle. Pour nous, il faut passer de 60 à 65 ans pour celui qui le souhaite. Demander les enseignants à rester mobilisés, mais soudés et unis autour de ce seul objectif. Bien entendu, dans le préavis, il y a d'autres aspects qui ont été évoqués, qui sont également importants pour nous.
À la une de l'actualité politique, cette déclaration du chef de l'État, le droit de grève ne s'exerce pas dans l'anarchie. Des secrétaires généraux et de syndicats partagent l'avis du président Bassirou Diomaye Faye, mais tiennent tout de même à lui rappeler que le droit de grève ne se négocie pas. Ils estiment, ces syndicalistes, qu'il y a une manière d'éviter les grèves répétitives et il s'agirait en fait d'anticiper les conflits plutôt et de respecter les textes et règlements. Alassane Ba et Diafar Abba sont allés à leur rencontre, suivant le reportage. Dans sa compréhension, le chef de l'État n'est pas dans une dynamique de restriction des libertés individuelles et collectives. Bien qu'Amidou Diédhiou partage l'avis du chef de l'État qui estime que le droit de grève ne s'exerce pas dans l'anarchie, il rappelle que ce droit n'est pas négociable. Quand on dit qu'il n'est pas un droit absolu, c'est parce que la grève laisse une partie en termes de droit aux citoyens. Les travailleurs, de manière globale, qu'ils soient enseignants ou d'autres secteurs, ont le droit d'exprimer librement leurs préoccupations. Ça doit être d'ailleurs encouragé. C'est une autre forme de manifestation de la démocratie, ça doit être encouragé, parce que c'est ça qui va permettre à l'autorité de comprendre le ressenti du travailleur et d'apporter des solutions. Un point de vue qu'il partage avec le secrétaire général de la FGTS-B, Moussa Sissoko. S'ils se constituent en syndicat, les travailleurs, je veux dire, peuvent à tout moment, s'ils pensent que leurs droits sont bafoués, justement, d'aller en grève, mais justement en respectant les normes qui sont établies pour aller en grève, c'est-à-dire le dépôt d'un préavis de grève. Mais selon lui, il y a un problème qui se pose, c'est la non-application des textes et règlements, mais aussi la non-anticipation sur les conflits. Parce que nous, au Sénégal, on pouvait éviter toutes ces grèves-là, répétitives, constatées sur l'ensemble du pays. Mais si on se donnait au moins la peine d'anticiper sur les conflits, c'est-à-dire quand des travailleurs estiment que leurs droits sont bafoués, moi je pense que le premier réflexe du gouvernement, ou bien de l'employeur même, c'est de les appeler à la table de négociation pour aller vers des compromis dynamiques. C'est ça la règle. Mais malheureusement, nous on ne le fait pas. On laisse les choses pourrir et puis à la dernière minute, c'est vrai que les grèves portent de lourds préjudices à nos populations, mais il faudra comprendre aussi que si ces grèves-là se répètent, c'est parce que tout simplement les travailleurs voient leurs droits bafoués. Président, la cérémonie de rentrée solennelle des cours et tribunaux sur le thème droit de grève et préservation de l'ordre public, le chef de l'État a annoncé des réformes juridiques visant à clarifier davantage les conditions d'exercice du droit de grève dans les secteurs stratégiques. À présent, ce communiqué officiel de la présidence de la République pour apporter un démenti formel à un supposé accouchement de la première dame du Sénégal. Depuis quelques heures, une information faisant état d'un accouchement de l'épouse du chef de l'État, Mame Absa Faye, circule sur quelques sites en ligne et sur des réseaux sociaux. Madame la première dame se porte parfaitement bien et n'a fait l'objet d'aucune admission pour quelque motif que ce soit dans un établissement de santé. Nous invitons les médias et le public à faire preuve de responsabilité et de rigueur dans la vérification des informations avant leur diffusion afin d'éviter de porter atteinte à la vie privée et à la sérénité des victimes. Un communiqué fait à Dakar cet après-midi du 17 janvier est signé par le ministre conseiller porte-parole de la présidence de la République. Dans le reste de l'actualité, Koloban Tchomban, c'est dans la commune de Mont-Roland. Sur place, les populations sont très remontées. Elles s'insurgent contre de nombreux cas de vol, d'agression, de vol de bétail. Elles dénoncent que le village n'est ni électricité ni eau potable, encore moins case de santé pour les femmes et pour les enfants. Le reportage est signé Charanta Diop et Seylatir. L'insécurité grandissante, vol à main armée, agression, le phénomène est récurrent dans ce village de la commune de Mont-Roland, Koloban Tchomban. Parmi les 18 villages que compte la commune de Mont-Roland, seuls Koloban Tchomban et Tchourouk sont les deux villages à souffrir d'un manque notoire d'électricité entraînant ainsi une insécurité totale, des vols fréquents et des agressions multiples. Koloban Tchomban, les populations dénoncent aussi le manque d'infrastructures sanitaires, routières et de l'eau potable. Où réside officiellement en 2021 3500 âmes et nous sommes en 2025. Donc naturellement le nombre d'habitations a augmenté et le village est situé à 5 km de la ZAC de Thiès.
au vrai sens du terme, parce que nous savons tous que l'accès à l'eau potable est un droit de l'homme et ce liquide précieux est une denrée rare ici à Koloban Tchomban. Ainsi, la rareté de l'eau va à son tour entraîner une insalubrité dans le village. On nous a construit une case de santé depuis 2023. Depuis lors, cette case de santé n'a ni d'équipement, ni de médicaments. La route qui cause beaucoup de désagréments, surtout avec l'évacuation de nos femmes enceintes, transportées par des charrettes qui même parfois accouchent en cours de route, avec l'existence des secousses et des nids de poules. Les habitants de ce village de la commune de Morolan, disent-ils, ont à plusieurs fois adressé des correspondances au sous-préfet de Pambal et au maire de Morolan pour trouver des solutions. Assise nationale de la riziculture, Saint-Louis accueille la rencontre nationale pour discuter des contraintes qui freinent le développement du secteur rizicole. Rien qu'en 2023, c'est plus de 19 000 hectares de terre qui ont été perdus à cause des changements climatiques. Pour ce qui est de la dette de 9 milliards 200 millions de francs CFA que les producteurs doivent à l'État, eh bien, le ministre de l'Agriculture s'est engagé à les accompagner pour résoudre ce problème. Ousseynou Diop et Habib Sek nous font le point. Au Sénégal, où la consommation moyenne par habitant est de l'ordre de 85 kg par habitant, la promotion de la riziculture reste au cœur des préoccupations des pouvoirs publics. Ces assises tenues à Saint-Louis pendant 3 jours ont permis aux acteurs de revenir sur les problèmes qui freinent le développement de la filière riz. On a échangé particulièrement sur l'importance de l'organisation des assises, dont l'objectif est d'échanger sur les contraintes, les différentes contraintes que la riziculture est en train de traverser et auxquelles la riziculture est confrontée et apporter des solutions pour qu'on puisse booster la production et atteindre les objectifs. Ces assises ont permis d'échanger sur les problématiques de la riziculture afin de lever toutes les contraintes identifiées dans les différents maillons de la chaîne de valeur. La dette des producteurs est aussi pour les acteurs une problématique. Le ministre de l'Agriculture promet des solutions pour soulager les riziculteurs. Je suis d'accord avec vous qu'il faut absolument lancer un ambitieux programme d'aménagement. Faisons de l'agriculture une priorité. Faisons de l'élevage une priorité. J'ai l'intime conviction que ces emplois que nous voulons créer pour la jeunesse et les femmes, notre souveraineté et notre sécurité alimentaire, je ne dis pas que le secteur de l'agriculture et de l'élevage est le seul moyen, mais je demeure absolument convaincu qu'on ne pourra pas décoller si l'agriculture et l'élevage ne décollent pas. Ils vont aussi analyser pendant 3 jours la dynamique des pratiques rizicoles sur les 10 dernières années. Vers la prise de mesures drastiques pour lutter contre la violence faite aux femmes. Déclaration de la ministre de la Famille et des Solidarités qui s'est indignée du sort des victimes dont le nombre ne cesse d'accroître d'année en année. Nous écoutons Maïmouna Diaye, ministre de la Famille et des Solidarités, au micro de Fatou Bintou Konté. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par un bilan macabre de nombreuses pertes en vies humaines, frappant les femmes et les filles, soit dans des accidents comme ça a été récemment le cas avec la disparition de l'honorable Fanta Sagna, arrachée brutalement à notre affection par un coup inattendu du destin, ou de cas de viol, parfois suivis de meurtres, comme ce fut le cas de Mariama Sagna, mais comme le cas de Diarisso à Malika, ou encore Yamoundiaï à Touba, et d'autres cas laissant des séquelles traumatiques, notamment Rabiatou Bari à Joal et Sornofal à Mbaké. Au demeurant, c'est le moment certainement de faire une introspection sur la problématique récurrente des violences que subissent les femmes et les jeunes filles, mais aussi d'interroger les facteurs qui les favorisent. Hors de chez nous, le Sahel et l'Afrique de l'Ouest qui doivent repenser leur coopération sécuritaire après le départ des armées françaises dans ces zones. C'est en substance ce que pense Bakary Samb, le directeur du Timbuktu Institute, a présenté une étude dénommée les coopérations sécuritaires et de développement à l'épreuve des perceptions locales. Une étude qui a diagnostiqué le regard des populations locales sur cette forme de coopération militaire dans le Sahel, mais aussi dans le reste de l'Afrique de l'Ouest. Compte rendu d'Issa Prera Ahmadouba.
Les populations du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest perçoivent-elles les coopérations sécuritaires dans leurs différents pays? C'est à cette question qu'a tenté de répondre cette étude. Et comme réponse, deux tendances majeures se sont dégagées. Les perceptions étaient différentes selon qu'on se situe au Sahel central, où les populations font face quotidiennement à la menace sécuritaire et à ces formes de coopération sécuritaire avec la présence de l'armée française, américaine par exemple au Niger, mais aussi dans les autres pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire où la situation est bien différente et que les questions relevant des présences militaires et de la présence de cette coopération-là, ce sont des questions qui animent les débats politiques, mais qui ne sont pas véritablement des questions que l'on retrouve dans l'opinion publique au même niveau que l'on retrouve cela dans les pays du Sahel central. La deuxième chose, c'est que aussi il y a une forme d'inadéquation entre les programmes de développement proposés par certains pays et les aspirations de ces populations. Il y a un troisième élément qui est très très important, c'est que la coopération sécuritaire est devenue nécessaire, certes, mais on sent au niveau de l'opinion publique et des sociétés civiles qu'il y a un véritable besoin de revoir ces coopérations-là. Relativement au départ de l'armée française des pays d'Afrique, Bakary Samb estime que c'est une occasion pour ces mêmes pays de se réorganiser, de se réadapter et de renforcer la coopération interafricaine. Et dans ce sens, pense le professeur, le Sénégal pourrait jouer un rôle central. Oui, je pense que je ne parlerai pas justement d'impact, je parlerai de la nécessité pour ces pays africains de se réadapter, d'adapter une stratégie, des alternatives, la coopération sous-régionale, la renforcer. Il y a certainement des écueils aujourd'hui avec les dissensions que l'on note entre les pays de la CEDEAO et de l'AES, mais c'est quelque chose qu'on pourrait dépasser avec des accords bilatéraux, avec, comme j'ai dit tout à l'heure, le Sénégal qui pourrait être un hub en matière de coopération sécuritaire avec ses écoles de formation, de capacitation, de milliers d'officiers africains ont été formés ici. Et je crois que notre pays doit jouer un rôle très très important dans cette réadaptation-là, en faisant de Dakar, en faisant du Sénégal un hub de la coopération sécuritaire en direction des pays voisins et des pays africains, dont beaucoup d'officiers ont été formés au Sénégal. Ce rapport a été élaboré à partir de données quantitatives et qualitatives collectées entre mai et juin 2023. Allez, on parle religion à présent avec la commission communication de la communauté des Layènes qui justement était dans les locaux du groupe Futur Média ce vendredi pour adresser leurs remerciements tout d'abord à l'ensemble du personnel du groupe. Le président de la commission souhaite pour cette 145e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye une couverture digitale exceptionnelle en partenariat avec le groupe Futur Média. Adam Sow est avec nos confrères de IGFM. Chaque année, répéter ce rituel, non pas pour encore demander des choses ou mettre sur la table des besoins, mais plutôt pour remercier le groupe dans son entièreté, à commencer par son président, Youssou, ses frères Bouba, Ndiaga, tous les employés qui se démènent chaque année pour épauler et accompagner la communauté layène justement pour une bonne couverture de l'événement des Layènes. Peut-être l'unique point sur lequel peut-être nous sommes revenus, dont on n'a pas parlé les années dernières, c'est l'aspect digital, la couverture digitale de l'appel. Nous avons insisté pour que, au niveau de Madame Ba et des équipes, pour qu'ils passent le message au niveau de Magui et en tout cas des responsables du digital pour qu'ils travaillent avec notre pôle digital pour innover un peu dans l'approche de la couverture de l'appel de Seydina Limamou. Voilà, c'est ça juste le seul point qui constitue une nouvelle attente, mais les autres points, l'équipe est déjà rodée et ils savent au niveau de Apou, de Cissé et tous les autres de Samb ce qu'ils doivent faire. La 145e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye qui se déroulera les 30 et 31 janvier prochains. Juste avant de boucler cette édition, retour sur cette information qui a ouvert ce journal, cette scène horrible hier nuit dans le département de Linguère à Lumbi-Dobé. Plus précisément, c'est dans la commune de Barkedji, un enseignant répondant au nom de Cheikh Ahmadou Bamba Souané qui a été agressé dans son lieu de service à coups de machette sur le visage par deux
individus qui ont pris la fuite après cet acte ignoble. Acheminé à l'hôpital Magatte Lô de Linguère, il a finalement perdu l'œil gauche plutôt. Et je vous rappelle que ses collègues, pour montrer leur trop plein de frustration, avaient organisé une manifestation de l'Esplanade à la sous-préfecture de Barkédji pour réclamer justice. Et bien, le collectif des syndicats d'enseignants à Linguère a décidé justement de ne pas faire cours le lundi 20 janvier à 10h. Un mouvement d'humeur qui sera suivi d'une marche silencieuse jusqu'à la préfecture pour réclamer que la justice se fasse à l'encontre de ces malfrats. Ce débrayage sera suivi d'une grève totale le mardi 21 janvier prochain. Voilà qui met un point final à cette édition que je suis ravie de vous avoir présenté, mais restez avec nous tout de suite, la deuxième partie de Soir d'Info.